maintenant convier Bertrand Houdin, donc PDG du Ceresco, qui fait du conseil en filière agricole, et Mathilde Gressier, chef de projet au CREDOC, qui est donc le centre de recherche pour les études et l'observation des modes de vie. Et vous allez nous parler d'une étude prospective sur le secteur bio français d'ici 2040. Bonjour à tous, c'est mieux là. Hein. Ouais. Bon, je vais voir combien on a de gens qui vont s'endormir à la fin de notre présentation. On a la dernière, hein, je crois, c'est ça. Apparemment, on est rémunéré en fonction du nombre de gens qui ne s'endorment pas. Donc, soyez gentils avec nous. Donc, on va vous présenter cette étude qui, globalement, a été faite à la demande de l'Agence Bio et du ministère. À un moment donné, c'était en 2023, où le secteur bio n'allait pas très bien. Alors, on est en phase de convalescence maintenant. La crise a commencé dans les années 2020, grosso modo, même si les ferments sont un peu plus lointains que ça. Mais là, on avait en charge, en gros, de définir des scénarios et des futurs possibles en plein moment pendant cette crise. Donc, à la fois, c'était compliqué vis-à-vis des acteurs qu'on a interrogés, et à la fois, ça donnait des trajectoires possibles pour la suite. Juste pour se représenter, effectivement, Ceresco, c'est quoi? On est un cabinet de consultants, donc une société à but lucratif, contrairement à tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec Solagro assez fréquemment. On est répartis un peu sur toute la France, notamment Lyon, Toulouse. Et on a fait d'autres études sur la bio, notamment on a travaillé pour la FNH pour voir quel était le rôle de la grande distribution, justement, dans cet effacement de la bio temporaire qu'on a eu précédemment. On a aussi travaillé sur des logiques de filière et de voir où étaient les surcoûts, notamment dans la logistique des céréales, puisque il y a des coûts cachés. Il n'y a pas que sur le consommateur qu'on voit des surcoûts. Voilà. Puis on fait d'autres prospectives, notamment une prospective récemment qu'on a fait sur les fruits et légumes avec Serge Jacquat. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici. Mathilde. Oui, et du coup, nous, au CREDOC, on est venu travailler sur ce sujet parce qu'au CREDOC, on est expert de la société, des citoyens et en particulier de la consommation et consommation alimentaire. Et du coup, on est venu apporter notre regard notamment sociologue aux travaux pour notamment voir les aspects, quelles sont les réactions quelles seraient les réactions ou les prérequis d'un point de vue des citoyens, des individus. Et on travaille par ailleurs aussi sur des questions qui sont liées à la bio, donc toujours du point de vue plutôt soit sociologique, soit conséquences pour les personnes, moins sur l'agriculture en tant que telle, même si je suis ingénieur agro de formation. Voilà. Moi, j'ai été aussi formé à Bordeaux, mais il y a une trentaine d'années, donc vous n'étiez pas né. Voilà. On va vous présenter très rapidement les objectifs, je les ai brossés tout de suite. La méthodologie, c'est une révision par rapport à tout ce que vous avez ingurgité ce matin. Donc, c'est vous qui allez nous dire quel type de prospective c'est. C'est donc une prospective exploratoire. Voilà, on visait à explorer des choses. On ne nous a pas dit. La bio, il y a 2 personnes qui suivent. Voilà, je pense que ça fait plaisir. Donc, pas normatif, pas des objectifs en disant la bio, ça fera 50%. Et nous, notre horizon, c'est 2040. Et la prospective, ça a duré, c'est un temps assez long parce qu'on a construit des narratifs, donc des sortes de dystopies. Hein. Les scénarios faisaient à peu près 10-11 pages. Avec un groupe prospectif qui mélangeait les acteurs de la filière, des agriculteurs jusqu'aux distributeurs. On les a réunis 6 fois et comme on l'a dit tout à l'heure, on démarre par des variables. Donc des variables, c'est des facteurs de changement, hein, qui peuvent être parfois des concepts un peu larges. On leur fait prendre plusieurs valeurs, plusieurs hypothèses, hein, puisque là, les variables, attention, ce n'est pas une variable mathématique, hein, c'est bien un champ donné. Et en combinant ces hypothèses, on arrive à écrire des micro-scénarios par composante. Et on assemble ces micro-scénarios, donc ça fait plein de composantes possibles. Et à la fin, on sort 4 scénarios magiques que vous allez voir maintenant. Pour dire qu'on a travaillé effectivement, quand on travaille sur ces variables, on va un peu dans la méthodologie, on décrit ces variables en disant quelles sont de manière rétrospective, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les tendances lourdes, qu'est-ce qu'on voit apparaître, les signaux faibles, et ça nous permet comme ça de produire ces hypothèses. Et ces variables, on les regroupe. Je ne sais pas si le pointeur marche. Non, il ne marche pas. Si, il marche. Le point rouge.
Je ne sais pas pointer, je ne suis pas un expert en pointeur. Et vous voyez que ce système de variables, il est regroupé en composantes économie, marché, valeur, représentation, production agricole, action publique. Donc c'est là où on essaye d'avoir une approche un peu systémique. On ne peut pas tout couvrir, malheureusement. Et vous voyez, ces variables ont donné lieu à des hypothèses, donc 88 hypothèses, ça veut dire 2-3 hypothèses par variable, et 15 micro-scénarios. En fait, ça a fait 6 scénarios, mais à la fin, on n'en a fait que 4. Et si vous avez effectivement envie d'aller plus loin que cette présentation, les éléments sont disponibles sur le site du ministère de l'Agriculture. C'est 100 € le téléchargement, donc n'hésitez pas à y aller. Non, c'est gratuit, allez-y. Et vous avez à la fois le rapport complet, où vous avez toutes les fiches variables, donc ça peut vous donner aussi un peu de perspective dans tout ce que vous faites. Et également une analyse raccourcie. Alors, quand c'est sorti dans la presse, forcément, on n'a pris que la phrase où on dit « Elle montre la question d'une possible marginalisation de la baie », puisque la presse aime bien effectivement faire des choses un peu sensationnelles, mais au moins ça a permis de donner un peu de visibilité à cette prospective. Alors, justement, on arrive au cœur du sujet. Hein. Quels sont ces scénarios à 2040 ? Donc, on en a 4. Je ne vais pas dire les titres maintenant, je vais vous le dire au fur et à mesure. Le premier scénario, il s'appelle « Enquête de croissance puis de résilience, la biono prioritaire ». Alors, c'est un titre un peu compliqué. C'est peut-être le scénario le plus compliqué à présenter, donc je préfère vous le montrer maintenant plutôt qu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe dans ce scénario ? C'est un scénario qu'il faut comprendre, c'est un scénario en 2 phases. Donc normalement, on va essayer dans cette présentation de parler une fois de Trump et une fois d'intelligence artificielle, comme ça vous réveillera. C'est le secret de toutes les présentations maintenant. Hein. Donc la première phase, qu'est-ce qui se passe ? On va le voir après. On a une première phase plutôt qui donne la priorité au développement économique. Donc c'est pour ça qu'on a mis le bon vieux Donald. Et puis après, on a une crise impactante parce que ce développement économique atteint les limites, notamment des limites là, de matières premières. Et on a une deuxième phase, effectivement, un peu moins rigolote quand même, de rapatriement et de souveraineté, mais dans des conditions plus difficiles, puisque là, l'accès effectivement aux facteurs de production est plus compliqué. Alors, pour planter le décor, dans ces 2 grandes phases, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, dans un premier temps, vous allez peut-être reconnaître certains traits de maintenant, mais vous allez reconnaître dans les différents scénarios. Donc, on a une mondialisation qui est dérégulée. En fait, on s'est aperçu que le protectionnisme ne marchait pas et que si on voulait avoir des prix bas, il fallait avoir des chaînes de valeur qui étaient éclatées à l'échelle de la planète, où on cherche avant tout une réduction de prix. Parce qu'on cherche, notamment dans les sociétés occidentales, à maintenir un niveau de vie. Donc on ne veut rien changer dans un premier temps. Il y a un certain déni, à la fois des consommateurs, mais aussi de la société en règle générale. Donc ça vous dit peut-être quelque chose par rapport à ce qui se passe maintenant. Et ça conduit effectivement à un épuisement des ressources. Dans ce cadre-là, l'Europe est plutôt faible. On a peu de cohésion, une dispersion d'énergie. Et l'Europe se recentre sur certaines politiques de type défense, commerciale, etc. Et beaucoup moins sur l'agriculture finalement. On a une apparition effectivement de crise majeure et nous on estime, alors là dans ce scénario-là on s'est fait plaisir, on a dit que c'était une crise du cuivre par exemple, qui conduisent finalement à une fermeture partielle des frontières, un certain protectionnisme dans un monde où l'accès effectivement à l'énergie est plus compliqué, l'accès aux matières premières. Donc effectivement ça ne fait pas rêver, mais voilà, on a essayé de projeter ça, avec une faible disponibilité effectivement des facteurs de production et aussi un certain niveau de vie qui a tendance à baisser dans ce cas-là. Voilà. Et dans ce cas-là, on va y venir tout à l'heure, l'agriculture bio, on devient bio par nécessité parce qu'on n'a pas accès justement aux intrants qui deviennent des chimères. Alors on a décomposé à chaque fois en 4 blocs l'analyse de ces scénarios. On a un bloc sur l'action publique, politique publique. Après, un deuxième bloc sur la production agricole. Alors, je ne vais pas lire toutes les lignes, hein, je vais passer les principaux, parce que là, je vois qu'on me fait signe qu'il faut que je respecte le temps. Non, je plaisante. Et puis après, un bloc sur économie et marché,
et puis un bloc sur attente consommateur. Donc on a essayé de reprendre les 4 composantes. Vous avez vu, on a essayé d'être cohérent, sachant que ce qui lead un peu ces scénarios, c'est quand même un peu à chaque fois le contexte extérieur. Vous allez me dire, finalement on ne maîtrise pas le contexte extérieur, mais c'est quand même un facteur déclenchant assez important dans nos scénarios. Donc dans ce scénario, encore une fois, qui est coupé en deux, faut bien le comprendre, dans ce premier temps, effectivement, quand on veut chercher à maximiser la croissance économique, on a une perte de vitesse des politiques environnementales, avec aussi une disparition des dispositifs d'accompagnement. Vous en parliez tout à l'heure. Là, dans ce cadre-là, la bio, elle se retrouve seule face à elle-même. Et puis après 2030, un virage protectionniste, mais malheureusement, l'État n'a plus les moyens d'avoir des politiques agricoles fortes. Donc les gens se débrouillent. Avec des cahiers des charges finalement locaux, où le bio a des visages différents selon d'où il est. Donc le logo AB finalement disparaît, puisqu'il n'y a plus personne pour le maintenir à l'échelle nationale. Au niveau de la production agricole, dans un premier temps, on se fait plaisir au niveau technologique. Donc là, on lève tous les freins parce qu'on cherche à développer, à maximiser le développement économique. On a une intégration et une concentration très forte, une intégration verticale. Vous avez des distributeurs qui achètent des terres, des industriels qui achètent des terres, des distributeurs qui achètent des industriels. Donc ça amène à des espèces de gros conglomérats où finalement c'est une réponse face à la transmission des exploitations qui ne se fait plus. Elles sont rachetées par les entreprises de l'aval. Mais malheureusement, après 2030, ces grosses structures, ces espèces de gros kolkhozes privés, en gros, font faillite parce que les distributeurs ou les transformateurs qui ont investi dans l'amont cherchent à sauver leur bille, donc ils vont se retirer de la production agricole et revenir sur leurs fondamentaux. Et donc, on voit bien que dans ce système, face à une disparition aussi des facteurs de production. Je vous rappelle que dans un deuxième temps, on a du mal à avoir du pétrole, des engrais de synthèse, ça a été dit tout à l'heure. Les pratiques bio sont quasiment contraintes. Avec une bio intermittente, vous avez une partie des agriculteurs qui, globalement, dès qu'ils ont un peu d'intrants, ils vont mettre un peu d'intrants, puis quand ils n'ont plus d'intrants, ils mettent plus d'intrants, donc ils deviennent bio, entre guillemets, par un peu forcé. Voilà. Au niveau de l'économie et des marchés, ce que Bertrand disait à propos des acteurs agricoles se retrouve aussi dans la distribution, avec une concentration des acteurs de la distribution au moins au début, et une persistance, tant que c'est possible, de quelques circuits en bio quand il est possible de faire de la bio, en tout cas lors de cette première phase entre maintenant et 2030. Pour les consommateurs qui le recherchent. Mais ça reste très, très marginal. Dans cette fuite en avant vers la recherche de croissance économique, il y a une hausse de la restauration hors domicile, pas forcément bio, qui ensuite n'est plus possible à partir de 2030, quand il y a des problématiques de rupture d'approvisionnement et de facilité de production. Ainsi, il y a moins de segmentation de marché. Le label bio, comme disait Bertrand, disparaît. Il n'y a plus ces distinctions, ces labels, car la nécessité, c'est produire pour pouvoir se nourrir. Lié à ça, comment les individus, les consommateurs réagissent lors de la première phase avec cette recherche de croissance économique. Les sujets environnementaux, nutritionnels, santé sont pas du tout au cœur des choix alimentaires. Et ensuite, à partir de 2030, la priorité, c'est de pouvoir trouver à manger. Il y a un appauvrissement généralisé qui fait que finalement, la place de l'alimentation va prendre de la place dans les dépenses, pas par choix, par contrainte, parce que les autres dépenses doivent être ajustées pour l'alimentation. Et pour ceux qui peuvent, il y a une agriculture d'autoconsommation qui se développe pour là aussi faire face aux difficultés qu'il y a dans l'approvisionnement dans les circuits traditionnels.
Voilà, dans ce scénario génialissime qui vous fait tous rêver, j'imagine, en gros, les conséquences pour la bio, c'est que dans un premier temps, la bio va être cantonnée à un secteur de niche, hein, puisque comme il y a de la croissance économique, il y a quand même des consommateurs qui ont des moyens qui vont quand même rester sur le secteur bio. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, il y a une généralisation des pratiques bio où les producteurs qui ont résisté deviennent les référents techniques de cette nouvelle génération d'agriculteurs, puisque les autres agriculteurs ont perdu certains savoir-faire par rapport à des itinéraires alternatifs. Donc il faut nuancer tout ça, et vous le verrez si vous avez la joie et le bonheur de lire ces scénarios, les choses sont un peu plus nuancées que ce qu'on présente, qui est un peu plus caricatural pour vous maintenir éveillé. Alors, deuxième scénario, là aussi pas hyper rigolo pour la bio. Pour moi, c'est peut-être le scénario le plus difficile d'ailleurs pour la bio. On a mis troisième voie triomphante et bio marginalisée. Donc là, j'ai pris quelques extraits. Je ne sais pas si vous connaissez un peu que j'ai pris sur le site de l'agriculture régénérative notamment. Mais j'ai pas le droit de dire le nom. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là? On a quand même une prise de conscience environnementale. La mondialisation reste de mise, mais elle est régulée à minima. Donc, il y a un petit socle qui apparaît et on dit, par rapport à l'évolution de l'agriculture conventionnelle, on veut rajouter un petit cran de plus, et c'est le privé qui fait la réglementation. Ce ne sont pas les États. Il y a des démarches privées de type Global Gap qui s'imposent à tout le monde. On a un petit vernis en plus par rapport à l'activité conventionnelle actuelle. Donc, on a un léger rehaussement, et dans ce léger rehaussement, comme c'est l'idée par le privé, vous avez des grandes marques et des grandes industries qui essayent de trouver cette troisième voie entre le conventionnel et la bio, à un surcoût acceptable par le consommateur, et avec, globalement, des itinéraires techniques à la marge, qui sont améliorés à la marge, mais sur lequel il y a beaucoup de communication. Voilà. Et on aurait dans ce scénario-là notamment un passage au second plan de la bio, puisque cette agriculture de troisième voie va chercher à capter les soutiens publics que la bio a essayé de garder. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a effectivement un peu plus de cahier des charges avec un peu plus de contraintes par rapport aux labellisations existantes. On a des aides PAC qui vont effectivement à des pratiques vertueuses, mais qui ne sont pas forcément bio, hein, puisqu'on a une captation des aides dans ce cas-là par ces acteurs de troisième voie. Et on a effectivement la mise en place de certifications privées. Donc dans ce cadre-là, la bio a du mal à rester en vie, malheureusement. Et au niveau de la production agricole, là, effectivement, c'est comme sur le scénario précédent, on est beaucoup sur la technologie et globalement un foncier aussi qui est détenu par des sociétés, notamment financières, qui vont investir dans l'agriculture dans ce cadre-là. Comment l'économie et les marchés s'intègrent dans ce scénario? Donc là aussi, il y a une concentration de la grande distribution avec des alliances pour notamment proposer des offres durables à bas coût de cette troisième voie. Et là aussi, le rôle des acteurs privés dans l'offre alimentaire. Il y a un pilotage important de l'aval vers l'amont pour proposer les solutions qui ont été conçues par distribution industrielle sur les marchés. Et ce qu'il y a en contrepartie, c'est le réseau bio qui se réduit fortement, qui reste parce qu'il y a une partie des consommateurs qui cherchent toujours à se différencier, à acheter soit souvent, soit de temps en temps du bio. On voit que la consommation en général, la consommation des ménages, elle fluctue au cours du temps, et il y a des grandes disparités qui sont dans la population. Sachant aussi que cette réduction du réseau de distribution bio est aussi une conséquence de la disparition des acteurs spécialisés du bio, notamment la collecte, le gros, et donc du coup qui participe à cette
ce remplacement, entre guillemets, entre le bio et la troisième voie qui, elle, se développe. En ce qui concerne l'alimentation, les représentations du consommateur, enfin des individus et des consommateurs, il y a la troisième voie est bien plus présente par les moyens de communication et notamment les communications qui sont faites sur les bienfaits de cette troisième voie. Et lié à ça, le consommateur est aussi, enfin en tout cas ça répond à une demande du consommateur de chercher des produits qui lui correspondent, donc via une individualisation, et c'est là où l'IA en tout cas apparaît dans un de nos scénarios, avec la possibilité de personnaliser les régimes des personnes selon ce qu'elles veulent, mais dans un environnement d'uniformisation quand même des régimes alimentaires. Qui est notamment lié avec, qui est lié au fait que l'alimentation est, que l'aval, pilote sur l'amont. Dernier point sur une recherche de services dans l'alimentation, donc qui est aussi lié à cette individualisation et la recherche de trouver dans l'alimentation ce que le consommateur recherche. Mais qui n'est pas que sur le contenu, mais aussi ce qui est lié à l'alimentation, notamment ce qui est lié à réduction du gaspillage alimentaire ou des normes qui seraient spécifiques aux personnes. Voilà, donc dans ce scénario de transition entre guillemets light, guidé par du privé et notamment un corpus industriel assez puissant, on a effectivement une marginalisation du secteur de la bio. La bio n'est plus visible dans les rayons, donc forcément, il y a un effet synergique et une boucle qui n'est pas vertueuse qui s'enclenche. Et la bio, effectivement, là, c'est le secteur de l'ultra-niche qui subsiste. Par contre, il y a encore quelques volumes à l'export parce qu'on estime que dans ce scénario, la troisième vague ne prendra pas forcément dans tous les pays européens, notamment. Il y a des pays comme le Danemark ou l'Autriche où la consommation bio a un niveau élevé. Là-dessus, la bio va résister. Et donc, on pourrait exporter un peu dans ces pays-là. Mais ça restera anecdotique. Troisième scénario, donc je parlais de transition light, là, on va parler de bio, entre guillemets, allégée, compétitive et généralisée. Donc attention, quand on met généralisé dans nos scénarios, on n'a jamais une bio à 100% à 2040. Quand on cite des chiffres, alors on ne fait pas de scénario de modélisation avec des rebouclages, comme tu l'as montré tout à l'heure, mais on estime qu'on est plutôt à 25-30% maximum à 2040, parce qu'il y a des freins, entre guillemets, à l'avènement de la bio qui restent quand même importants. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ce scénario ? Il y a un accord à l'échelle planétaire, encore une fois, dans le contexte international, entre les grandes puissances, pour effectivement là se mettre d'accord pour les défis environnementaux, mais en exploitant les opportunités économiques. Par exemple, la Chine va dire « moi je suis très fort pour faire des panneaux solaires, ça m'intéresse, donc allons-y sur les énergies renouvelables ». Les États-Unis vont dire « moi je suis très fort sur l'IA et la sobriété énergétique via des systèmes intelligents, donc je vais vous vendre des systèmes via ce système ». Via cette pratique. Donc on a effectivement un accord, mais sur des bases effectivement assez mercantiles. Globalement, on rehausse et on commence à avoir une incorporation des externalités négatives de certaines pratiques. Alors, de manière assez light dans ce scénario-là, mais par contre, c'est assez vrai. Donc, on a une augmentation des coûts de production qui ont notamment touché la partie conventionnelle. On disait tout à l'heure, le conventionnel de maintenant ne va pas ressembler au conventionnel de 2040, et il y aura peut-être des rapprochements qui vont se faire par rapport au référentiel bio. L'UE est forte, notamment en termes d'ambition environnementale. Donc vous voyez que c'est un scénario dystopique. Et la bio devient une référence en matière d'agriculture à ce niveau-là. Mais par contre, l'Union européenne dit une chose, elle dit qu'elle veut rester compétitive et elle veut que la bio soit accessible. Donc dans ce cas-là, pour que la bio soit accessible, elle ne va pas aller sur des soutiens massifs au niveau public, elle va essayer d'alléger les normes. C'est le principe, et puis d'alléger les normes, et elle va demander aux acteurs d'être efficients économiquement. Voilà. Donc au niveau de l'action publique, il y a un nouveau Green Deal
version 2, parce que le 1 n'a pas suffi, on n'avait pas allé complètement jusqu'au bout. Là, on essaye de le réactualiser avec ce soutien massif, effectivement, qui permet aussi d'imposer la bio et de décribiliser tous les labels, effectivement, qui apportaient beaucoup de confusion chez le consommateur. On a effectivement un cahier des charges allégé pour permettre de répondre à cette volonté de baisse des coûts, avec l'emploi, notamment au niveau de la production agricole, de nouvelles technologies. Là, pour répondre au déficit de main-d'œuvre, on ne se pose pas de questions, on développe la robotique. Bon, c'est pas au point pour l'instant en termes économiques, mais ça commence à venir. Pourquoi, dans ce scénario, on n'utiliserait pas? Et on a effectivement là des super GAEC, ce qu'on appelle les super GAEC, où là la production agricole devient le fer de lance de pas mal de forces économiques. Là on n'a pas d'intégration, mais on a un agrandissement des exploitations agricoles parce que l'Union européenne demande à ce que ce soit les coopératives, les OP, etc., qu'on a un effet de taille et qu'on réduise aussi, tu peux en parler peut-être, l'offre entre guillemets, pour être compétitif. Donc c'est un scénario un peu à l'allemande et un scénario un peu tech. Du coup, pour vous présenter ce qui se passe pour l'économie et les marchés, là aussi, j'allais vite, il y a une concentration de la grande distribution pour faire progresser la bio et lié à ce que vient de dire Bertrand, une homogénéisation des références pour permettre la massification, et donc du coup qui est aussi permise par ces grosses alliances européennes qui permettent de baisser les coûts et de finalement proposer dans les rayons des aliments qui soient bio et abordables. On a parlé, les collègues ont présenté tout à l'heure des besoins d'ajustement du régime quand on généralise la bio. Donc là, on est très loin d'avoir une bio généralisée à 100%. Néanmoins, il y a quand même des modifications qui sont nécessaires pour rester crédible, notamment avec une sobriété, donc une réduction de la consommation, notamment permise via une diminution du gaspillage alimentaire, et un rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales qui aussi se manifeste par le développement d'alternatives végétales qui sont aussi prisées par les consommateurs. Et dans ce scénario-là aussi, par rapport au marché, il y a de l'export des produits bio, notamment via l'Italie et l'Espagne, export qui est nécessaire en tout cas parce que dans ces pays-là, les conditions climatiques font que c'est beaucoup plus compliqué de produire, et comme en France il y a eu cette homogénéisation, massification de la bio, il est aussi possible d'en exporter aux voisins du Sud. Par rapport aux valeurs, représentations et comportements du consommateur, donc là, la bio qui est allégée se répand. Néanmoins, il y a autour de ces transitions et dans ce scénario des questions sur la santé et l'environnement qui sont prégnantes dans la population, qui créent aussi une segmentation nouvelle et un besoin de bio plus, entre guillemets, pour certains consommateurs qui veulent aller plus loin que cette bio qui s'est allégée pour pouvoir être massifiée. Pardon. Et donc du coup, c'est pour ça que se développe aussi une bio plus, donc avec des critères plus exigeants. Dernier point, avant-dernier point, la bio est aussi généralisée dans la restauration collective et commerciale, avec plus de hors foyer qui est bio. Pour pouvoir permettre cette augmentation de la bio dans les régimes, là aussi, la part de l'alimentation dans les budgets total des ménages augmente et la quantité dépensée pour l'alimentation augmente pour pouvoir permettre cette bio. Alors, dans ce scénario, effectivement, où la bio effectivement devient un modèle, il a fallu pour qu'elle devienne un modèle qu'on puisse avoir des preuves scientifiques, comme on les a là. Déjà qu'on arrive aussi à avoir un peu plus de foi dans la science, qui n'est pas forcément à l'heure actuelle le chemin qu'on prend, et qu'on maintienne aussi les infrastructures, ce qu'on appelle les infrastructures, que ce soit tout au long des crises, parce que la bio va continuer à avoir des crises, elle va continuer à se développer, mais va continuer à avoir des crises, mais des infrastructures, que ce soit des infrastructures liées à
les silos, la transformation, mais aussi des hommes qui ont des compétences qui peuvent parfois partir du système bio. Et ça, c'est très dommageable parce qu'il y a des effets cliqués qu'on n'arrive pas à rattraper. Et comme tu l'as dit, au départ, on a une union des acteurs pour faire reconnaître la bio en tant que référentiel sur lequel il faut converger. Et puis après, on voit bien qu'on a une désunion parce que la simplification de cahier des charges va heurter des bio historiques qui vont dire on ne se reconnaît pas, on ne reconnaît pas l'histoire de la taille des exploitations, etc. Donc il faut qu'on revienne à un label qui va répondre à une partie effectivement, de ce que tu disais, la bio plus. Voilà. Alors, 4e scénario que vous attendez tous, qui s'appelle vers la bio prédominante. Vous allez voir qu'elle ne se fait pas à n'importe quelle condition. Là, on prend en compte presque l'ensemble des externalités positives et négatives liées à la bio. Donc, on va effectivement renchérir fortement la culture conventionnelle. On imagine dans ce monde-là un monde qui est avec des frontières pseudo-fermées où l'UE va finalement continuer à commercer avec des partenaires qui ont le même degré d'exigence, notamment par rapport au vol agricole. Donc on va être presque dans un club de riches, je suis désolé de dire ça, mais on va aller avec la Corée du Sud, on va avec le Canada, le Japon notamment. Et dans ce scénario-là, je crois qu'on ne commerce plus avec les États-Unis, ou plus difficilement. Voilà. Par exemple. Donc c'est un monde un peu spécifique où les frontières sont un peu avec des règles un peu plus fortes. Voilà. On soutient effectivement non seulement la production mais aussi la consommation, et on a des préoccupations environnementales fortes, mais un des pivots c'est aussi la préoccupation santé dans effectivement une population vieillissante, on va le voir tout à l'heure. Avec ce scénario de développement de la bio, on aura aussi des résistances. Enfin, dans tous les scénarios, on a des résistances, mais là, c'est là où on aura des résistances les plus fortes par rapport aux tissus conventionnels. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est là, c'est plus effectivement Farm to Fork ou les autres politiques. On est sur une politique One Health, là, effectivement, la santé des sols, la santé des animaux, la santé des humains qui va prédominer. N'oubliez pas que le consommateur ou le citoyen est essentiellement égoïste. Donc la santé, c'est quelque chose qui le touche, donc c'est un argument qui peut faire mouche. Donc dans ce cadre-là, on a poussé le curseur à fond dans ce scénario-là. On a un bloc européen assez soudé, on l'a dit tout à l'heure, à l'échelle internationale, avec des moyens qui sont mis sur le vivant, et notamment sur la PAC, avec effectivement un score aussi, un éco-score généralisé à l'échelle de l'Union européenne, pour pas qu'on reste que sur des schémas trop simples de critérisation. On est aussi sur une déspécialisation des bassins de production, donc on est sur des mutations assez fortes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Une régression des cheptels, parce qu'effectivement c'est le scénario où les changements de régime sont les plus importants. Et on a aussi des gestions de l'eau, de l'énergie qui se font à des échelles beaucoup plus locales. En ce qui concerne l'économie et le marché, là on est par rapport aux deux derniers scénarios, on est sur un modèle différent sur la distribution, dans le sens où on change de modèle par rapport à aujourd'hui, avec la fin des super et hypermarchés standardisés, un tissu commercial du coup qui est plus éclaté, et notamment qui répond à des exigences légales sur la part de bio qu'elles doivent proposer, qui leur est imposée afin que le modèle marche. Les coopératives sont aussi éclatées pour répondre à une logique qui est davantage territoriale. Liée à ça, ce qui est proposé à la consommation, c'est davantage des produits bruts que des produits transformés qui ont un peu régressé. Tout cela se coordonne avec des considérations de la part du citoyen consommateur qui ont changé, notamment avec cette considération accrue sur la santé qui augmente le consentement à payer du consommateur, et aussi qui favorise la bio par la réduction de l'écart de prix entre produits bio et non bio. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans ce scénario, ce qui est très important et ce qui est primordial, c'est d'avoir une aide
au bio et notamment une taxation différenciée entre produits bio et produits non bio qui permet de rendre plus accessible et de diminuer l'écart des prix entre bio et du non bio. Néanmoins, le soutien des pouvoirs publics sur la consommation ne permet pas totalement d'écraser toutes les possibles hausses de coûts de l'alimentation. Et on est dans un scénario où les ménages payent plus fort leur alimentation, ce qui peut aussi participer à la résistance de certains acteurs. Ouais, comme le dit Mathilde, il y a un élément important, c'est qu'on voit bien, on a eu ces réflexions-là avec le CREDOC, dans des scénarios où effectivement la part du budget des ménages à l'alimentation entre 16 et 18% à l'heure actuelle, si vous montez à 20 à 25%, vous allez forcément devoir rogner sur autre chose. Est-ce que c'est sur les transports? Est-ce que sur les logements? En tout cas, on est dans un scénario, on est dans un autre mode de vie, où il va falloir faire des concessions sur autre chose ou avoir d'autres modes. Et donc, conséquence pour le secteur bio, on est arrivé effectivement à convertir un maximum alors je dis un maximum, c'est-à-dire qu'on est à 30% à l'heure actuelle en 2040, de convertir des agriculteurs avec des logiques de progrès à un niveau d'aide qui va progressivement. L'agriculture bio est au cœur de la gouvernance syndicale et interprofessionnelle. Et puis, on a aussi des baisses de coûts de production finalement, parce que cette massification permet d'avoir aussi des outils économiques plus efficients, même si l'agriculture conventionnelle reste effectivement un peu plus compétitive. Alors, qu'est-ce qu'on retire de ces scénarios? C'est bien de se faire plaisir en écrivant des petits récits, mais après, qu'est-ce qu'on en tire? On a tiré en fait des leviers, alors effectivement qu'on a mis à disposition des acteurs, puisque cette prospective on l'a présentée au ministère, à l'agence bio, à la FNAB, au Synabio, donc on continue à la présenter. Et parmi ces 7 grands leviers, nous on voulait insister sur trois facteurs. Donc là normalement c'est illisible pour vous, je vais vous décrire. Le premier c'est de dire la bio déjà a un marché. Par rapport à d'autres labels qu'on voit, elle a un marché, on l'a dit, 6% de la consommation alimentaire. Et le graphique de gauche, c'est la répartition de la consommation par tranche d'âge à l'heure actuelle. Et on voit que le budget, en fait, il est apporté plutôt par les seniors. Donc c'est les seniors qui mettent plus d'euros. Et le graphique de droite, c'est la fréquence de consommation. Et on voit que les générations les plus jeunes d'entre vous, finalement, sont plus consommateurs de bio. Donc le challenge pour le secteur, c'est comment je conserve tout au long du parcours de vie du consommateur, mes consommateurs bio que j'ai réussi à convaincre au départ. Pourquoi je les perds à un moment donné? Alors ils vont acheter des petits pots bébés en drive, c'est le schéma classique, quand je suis une famille, 3 enfants avec un nouveau-né, là je suis consommateur bio, puis après ça se perd. Donc il y a un moment donné, il faut s'interroger pourquoi. Et la deuxième grand type de recommandation, elle est justement là-dessus. Pourquoi? On voit qu'il y a 2 freins. Il y a l'aspect prix. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Oui, ça coûte plus cher. Donc, il y a un moment donné, il faut voir comment on arrive à être un peu plus compétitif. Je vous ai dit que j'avais une société à but lucratif, donc j'ai ce vernis-là. Et d'autre part, il y a l'aspect image, effectivement, que Mathilde, on a vu dans les enquêtes consommateurs. Quel que soit le pays où on est, il y a un problème de crédibilité de l'image de la bio. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, d'autant plus que des démarches éventuellement alternatives ou concurrentes vont arriver sur le marché. Donc, il y a un moment donné, il faut être assez fort sur les bases ou sur les acquis pour communiquer. Et puis le dernier point, c'est effectivement au niveau des filières d'avoir ce qu'on a dit, comment on arrive à sauver les infrastructures dans ces périodes de crise. Est-ce qu'on a des aides contracycliques qui permettent de sauver les meubles pour rebondir demain? Et aussi avoir des outils de suivi et d'anticipation, ce qui nous a peut-être manqué cruellement dans la crise précédente. Et puis dernier point, puisqu'on est en phase de chercheurs, nous on voit qu'il y a quand même des résistances très importantes quand on commence à parler d'évolution majeure. Alors pas dans les cercles effectivement académiques, mais plus dans les cercles économiques. On voit que c'est difficile de franchir des plafonds de verre. Le Danemark ou l'Autriche dont je parlais tout à l'heure, Danemark c'est à peu près 12-13% de la consommation qui va à la bio. Ils ont du mal à franchir un cran au-dessus. Donc il y a vraiment un plafond de verre. Donc il faut s'interroger sur ce plafond de verre.
Et je pense qu'il est nécessaire à un moment donné de travailler justement sur les volets socio-économiques. Et dans sociaux, il y a aussi la sociologie. C'est pas pour faire plaisir à l'intervenant tout à l'heure, mais voilà, on a des acteurs qui réfléchissent à la transition au sens large et comment, notamment, les classes populaires, on peut les intégrer là-dedans. Donc c'est important d'embarquer tout le monde et pas juste d'avoir une réflexion sur des niches de consommation pour accélérer le changement. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, on va pas faire un vote sur quel est votre scénario préféré, voilà. Je vous rappelle qu'il y a un atelier d'écriture cet après-midi, voilà, si vous voulez jouer un peu avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la matinée. Je vais peut-être inviter Caroline à nous rejoindre pour qu'on puisse voilà, répondre à vos questions avant la pause déjeuner. On se donne 10 minutes. Peut-être, voilà, si vous voulez avoir des précisions, s'il y a des petites choses que vous vouliez ajouter. Les micros circulent. Ouais, juste là. Et 2 questions. Oui. Christopher Deret, agriculteur. Juste une petite question. Les contrôleurs Cali Sud, dans mon exemple pour le bio, préconise principalement le HVE. J'aurais aimé votre avis à ce sujet. On est dans une assemblée qui dit des choses ou le HVE a été beaucoup promu, notamment par le secteur coopératif français. Pour nous, c'est plutôt un label qui est plutôt en fin de vie. La vraie démarche concurrente, on l'a cité tout à l'heure, c'est l'agriculture régénérative. Qui va sûrement émerger avec il y a des bonnes choses dedans, il y a des choses moins bonnes, donc chacun doit faire sa course là-dedans. Et puis effectivement, on voit HVE, il y a encore des crédits d'impôt dessus, donc c'est peut-être pertinent à court terme. Après, c'est pas un label aux yeux des consommateurs qui a vraiment percé. Je sais pas si toi tu as des chiffres, Mathilde. J'ai pas les chiffres en tête, mais quand on voit la connaissance de l'agriculture bio, du logo AB, il est quasiment à 98% selon si on regarde l'Eurofeuille ou le logo AB. Le logo HVE, il est beaucoup moins connu et moins recherché aussi. Pardon ? Même dans la viticulture, c'est ça ? Dans la viticulture, il y avait effectivement, c'est là où il y avait le plus gros gisement d'HVE. On voit bien que ça a beaucoup baissé ces 2 dernières années. Alors, le contexte économique est difficile, mais on voit bien que c'est plutôt un label en perte de vitesse. Enfin, nous, c'est l'analyse qu'on en a. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont actionnaires de HVE dans la salle. Dans ce cas-là, je vais vite partir. Dans le scénario 4, vous avez parlé de développement de métastructures pour pallier les aléas de production. Est-ce que vous pouvez détailler ce que c'est ? Et vous avez également dit que les coopératives, dans ce scénario, il y a une division des coopératives, mais est-ce qu'elles ne pourraient pas plutôt être un moyen pour favoriser la territorialisation des pratiques, la mise en commun des moyens de production et de transformation, et donc, dans certaines filières, avoir aussi un intérêt ? Alors, sur les métastructures, c'est simplement se faire l'analyse que, globalement, on restera sur des schémas quand même un peu spécialisés, mais on a besoin d'avoir des structures qui ont plusieurs ateliers différents pour justement pallier les aléas de production qu'on va avoir, que ce soit du conventionnel ou pour la bio. Donc c'est plus un regroupement économique de plusieurs ateliers différents qui permet d'avoir cette meilleure résilience économique. Et après, sur le secteur des coopératives, là, on est parti dans un scénario effectivement un peu plus territorial où il y a une certaine dénonciation de structures qui sont devenues trop importantes et qui sont déconnectées du terrain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce discours. Et donc là, on est sur on est encore sur des niveaux de coopération, mais qui sont à des échelles un petit peu plus locales. Voilà. Mais on ne reviendra pas à un échelon 100% local, mais en tout cas un peu plus local. Les métastructures sont des exploitations agricoles. Oui, c'est des exploitations agricoles avec plusieurs ateliers différenciés. Juste par rapport à ça, typiquement, c'est le maillage par des CUMA. Aujourd'hui, il y a quand même ce maillage qui est existant sur le territoire, plus ou moins employé selon l'historique aussi des régions. Et c'est vrai que nous, dans le scénario, cette composante-là, c'est chouette d'avoir aussi cet éclairage
plus narratif. On le voit sur le terrain. Enfin, c'est des choses qui se montent, que ce soit des collectifs d'agriculteurs avec, notamment il y avait Terre de Liens là tout à l'heure. Beaucoup de ces fermes en fait regroupent des porteurs de projets, donc qui ont chacun ils sont en binôme souvent sur un atelier de production. Et puis après, il y a l'idée effectivement de ces coopératives de revenir à une échelle un petit peu plus territorialisée, parce que aujourd'hui c'est quand même des grosses, enfin en tout cas pour les plus importantes, on voit qu'il y a de plus en plus de fusions et ça peut poser question. Oui, une question un petit peu sur l'usage qui est fait de ces scénarios par les décideurs. Là, vous avez remis le rapport au ministère. Est-ce que vous avez des idées de la façon dont ils sont peut-être utilisés, au moins perçus par les demandeurs de tels scénarios ? Alors, est-ce que mon travail sert à quelque chose ? C'est une bonne question. En tout cas, des fois, ça pose des graines, entre guillemets, dans les cerveaux. Ça permet d'avoir un mindset, enfin un cadre de référence qui est un peu différent. Ça permet de faire réfléchir les acteurs. Après, quand on parle de décideurs, faut savoir qui ils sont. Donc, on a présenté aussi ce travail à la FNSEA, par exemple. On a présenté ce travail à la FNAB. Donc, ça permet de montrer un peu ces différents scénarios et justement, dans les échanges, de montrer... ça provoque des réactions, forcément. Et donc, c'est dans ces réactions que ça permet de faire évoluer aussi les mentalités. Voilà, parce que on est dans une société polarisée et on voit bien sûr qu'une conséquence extrême, mais tout est dans la nuance. Ça. Et donc, moi, je suis un homme de consensus, donc j'aimerais bien, à un moment donné, qu'on arrive à des choses un peu plus pragmatiques et qu'on soit un peu moins dans la caricature. Donc, c'est justement dans les échanges, c'est pour ça que j'ai pris moi la décision pour cette étude de faire pas mal de présentations pro bono bien souvent pour essayer d'échanger sur les modèles agricoles parce que comme on l'a dit, être sur un modèle entre guillemets totalitaire à 100%, il y a forcément des effets négatifs et il faut trouver le bon compromis. À l'heure actuelle, on est souvent sur des choses un peu simplificatrices parce que ce qui est simple à comprendre, en fait, ça marche rarement, quoi. Et nous, juste pour le scénario After 2050, c'est un peu la même optique. On a fait et on continue à faire beaucoup de présentations. C'est vraiment pour mettre en débat en fait le scénario. Nous, c'est la vision qu'on a co-construite avec notre conseil d'administration, avec nos administrateurs. Mais ça permet en fait de donner une vision et ensuite de pouvoir travailler aussi à des échelles plus infra, donc à des échelles régionales ou à des échelles de collectivité, autour justement de la construction de leur propre scénario. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le scénario tendanciel, grosso modo, le scénario after qui peut donner un horizon, voilà, avec, on essaie de remplir un petit peu la boussole, quoi, avec les différentes cibles. Et en fait, à charge un petit peu des acteurs de co-construire en fait leur propre scénario aussi pour leur région ou leur collectivité. Donc, c'est vraiment essayer mais il faut rassembler des gens autour de la table qui aient envie d'aller dans cette projection. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une vision plus long terme, quoi. Et il n'y a rien qui sera acté au bout. C'est plutôt pour réfléchir et puis voir comment on peut mettre en œuvre certaines actions. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement ? Après, on va avoir la pause déjeuner, donc il sera possible de venir voir nos intervenantes et intervenants pour échanger plus longuement. Il y en a une là, voilà. Allez-y. Merci. Oui, merci beaucoup pour les présentations. Moi, j'avais une dernière question, peut-être plutôt pour Caroline. Vous avez mentionné que le scénario After, il est vivant, il évolue. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Mais du coup, comment ça se traduit ? Est-ce que c'est au gré des
des politiques publiques. Enfin, j'aimerais bien quelques exemples, ouais, pour comprendre un peu mieux comment il évolue ce scénario. Typiquement, tu m'avais interrogé là sur les émissions, les facteurs d'émissions par rapport au protoxyde d'azote. Donc, typiquement, dès qu'il y a une actualisation, soit de travaux scientifiques, soit, par exemple, les travaux du GIEC, dès qu'il y a une actualisation de ce type de facteurs, ça c'est intégré dans la modélisation. De même que quand il y a des directives ou des politiques publiques qui sont actées avec certains objectifs chiffrés qui sont au-delà en fait des objectifs qu'on avait fixés initialement, on joue un petit peu avec notre modèle pour justement trouver ces meilleurs compromis en fait. Voilà. Donc typiquement les surfaces en bio, effectivement à l'époque en 2016 quand on a fait le scénario 100% bio et puis un scénario intermédiaire, voilà, on était plutôt au départ à 45% de surface en bio. Enfin, en gros, on était moitié-moitié. Et depuis, ça a évolué en fait au gré aussi. Il y a eu la loi Egalim, il y a eu le PNNS aussi qui est passé là-dedans avec qui exigeait des produits plutôt exempts de pesticides. Donc voilà, il y a eu et puis il y a Ecophyto donc qui guide quand même aussi ça. Donc voilà, typiquement c'est un petit peu ça. Merci beaucoup tous les trois.